Un chiffre brutal chute. Des milliers de vies basculées chaque année faute d'un simple numéro d'appel capable d'envoyer une aide formée. Puis un autre chiffre inverse le tableau, révélant à quel point un réseau d'urgence gratuit et national peut réécrire le destin d'un pays longtemps privé de protection immédiate. Alors que les familles portent encore en mémoire ces minutes perdues, une question surgit: que signifie vraiment pour chacun l'arrivée d'un système pensé sous le leadership d'Ibrahim Traoré? Et si la première minute devenait désormais la ligne qui sépare la peur de la possibilité? Le nouveau système d'urgence préhospitalier du Burkina Faso promet quelque chose de simple mais immense: garantir à chaque citoyen qu'une aide médicale compétente peut arriver en quelques minutes, même dans les zones autrefois isolées. Cette promesse répond à un besoin vital, un accès rapide, équitable et gratuit aux premiers gestes qui décident souvent du sort d'une vie, un objectif qui redéfinit la relation entre l'État et la population. Mais avec cette ambition vient un enjeu considérable: transformer un pays longtemps habitué aux solutions improvisées en une nation où la rigueur opérationnelle devient la norme quotidienne. Ce passage d'un modèle fragmenté vers une structure disciplinée crée un basculement silencieux. Si les premières minutes d'une urgence deviennent enfin prévisibles, que pourrait changer demain pour les familles qui, hier encore, portaient leurs proches sur une moto? Et surtout, micro-hook, ce système peut-il réellement remodeler la confiance d'un peuple envers ses institutions? Deux faits bouleversent immédiatement la perspective. En moins de quelques années, le Burkina Faso est passé d'un pays sans numéro d'urgence nationale à un État capable de coordonner en continu un réseau préhospitalier couvrant aussi bien les villes que les zones rurales. Et ce basculement s'est opéré malgré une réalité longtemps considérée comme un frein structurel. Plus de 70% des situations critiques survenaient loin de tout centre de santé équipé. Avant cette transformation, la vie quotidienne reposait sur une logique d'improvisation. Quand un accident survenait dans un village isolé, les premières minutes, celles qui déterminent si une personne survit ou s'effondre, dépendaient entièrement de la rapidité des voisins, de la chance de trouver un taxi ou de la possibilité de charger un blessé sur une moto. La notion même de réponse d'urgence ne suivait aucune procédure. Les familles faisaient ce qu'elles pouvaient, souvent avec courage mais sans outils, sans formation et sans coordination. Les hôpitaux, eux, recevaient les patients dans un état déjà critique, incapables de les stabiliser à temps. Dans de nombreuses provinces, la distance vers le premier centre fonctionnel mesurait plusieurs heures, et même lorsqu'un véhicule était disponible, il n'y avait généralement aucun professionnel formé à bord. L'absence d'un cadre unifié créait un cercle de vulnérabilité. Retards répétés, décès évitables, frustration sociale croissante. Ce tableau n'était pas un signe de négligence individuelle, mais le reflet d'une faiblesse structurelle historique. Les routes difficiles, le manque d'équipement, la pression démographique, l'augmentation des accidents et des maladies graves formaient un écosystème où chaque minute perdue devenait une tragédie annoncée. C'est précisément cette réalité que la nouvelle vision portée par le leadership d'Ibrahim Traoré a choisi d'affronter. Car lorsque les premières minutes d'une urgence cessent d'être un moment livré au hasard, c'est tout un pays qui commence à changer son rapport à la dignité, à la protection et à l'idée même d'un État présent. Dans la mise en place du nouveau réseau d'urgence préhospitalier, un groupe clé s'est imposé comme fil conducteur. Les équipes d'opérateurs et les unités médicales déployées sur le terrain, véritables artisans de la transformation nationale. Ces professionnels, souvent jeunes, ont été formés pour intervenir dans un pays aussi étendu et contrasté que Burkina Faso, où les distances et les conditions de transport rendaient autrefois chaque intervention incertaine. Leur impact s'est fait sentir dès les premières semaines. Dans les zones rurales, un opérateur basé à Ouagadougou peut désormais guider pas à pas un villageois confronté à un accident grave, assurant les gestes essentiels avant l'arrivée de l'ambulance. Ce type d'accompagnement, auparavant inimaginable, a permis de stabiliser des patients qui n'auraient jamais survécu au seul voyage vers un centre de santé. Un premier cas emblématique l'a illustré: une femme en détresse respiratoire dans une commune isolée, secourue grâce à une coordination rapide entre l'opérateur central et une unité positionnée plus près que prévu.
L'intervention a non seulement sauvé la patiente, mais aussi changé la perception de toute la communauté quant au rôle concret du nouveau système. D'autres exemples ont suivi. Des victimes d'accidents de moto, autrefois transportées à l'arrière de véhicules improvisés, ont été prises en charge en quelques minutes avec un équipement adapté. Dans certains villages, l'arrivée régulière d'ambulances a même redéfini la notion de proximité. L'État semblait enfin atteindre les marges du territoire. Ce sont ces impacts précoces, modestes en apparence, mais profonds dans leurs implications, qui montrent comment une vision nationale devient réalité quand elle se traduit en gestes simples, répétés et disciplinés. Tout commence par une décision discrète mais ferme. Établir un numéro unique et national pour les urgences, une mesure qui jusqu'alors semblait hors de portée pour un pays où la majorité des crises médicales dépendait encore de l'improvisation locale. Dès que ce numéro a été activé, une chaîne d'action s'est enclenchée, reliant un centre de coordination à Ouagadougou à une constellation d'ambulances réparties dans plusieurs provinces de Burkina Faso. Les premiers jours révèlent un changement clair. Les opérateurs commencent à recevoir des appels à toute heure. Chaque appel ouvre un protocole strict. Poser les bonnes questions, déterminer l'urgence, mobiliser l'unité la plus proche. L'ancienne habitude de chercher un taxi en pleine nuit disparaît peu à peu. L'information circule, les équipes se déploient, la population découvre que la réponse ne dépend plus de la chance. Puis vient l'étape suivante, la synchronisation terrain-centre. Une ambulance postée près d'un axe agricole reçoit une alerte concernant un accident de moto dans une commune rurale. Le véhicule démarre immédiatement, temps estimé, quelques minutes. Autrefois, ce trajet aurait pris 1 heure entière à cause de l'absence de coordination préalable. Aujourd'hui, grâce à la nouvelle structure, le délai se réduit drastiquement. Dans les zones périurbaines, la transformation s'illustre par une scène frappante. Une mère appelle, paniquée, pour son enfant qui peine à respirer. L'opérateur la guide. Positionner l'enfant, vérifier la respiration, maintenir le calme. L'ambulance arrive plus vite que prévu. L'enfant est stabilisé avant même d'être transporté. Ce type d'intervention aurait été inimaginable une décennie plus tôt, à une autre époque où rien n'indiquait l'existence d'un réseau unifié. À mesure que les jours passent, le système se met à l'épreuve. Un pic d'appels survient lors d'un marché hebdomadaire. 2 victimes d'un accident de camion, un patient en détresse respiratoire, une femme en complications obstétricales. 3 interventions simultanées. 3 équipes mobilisées. 3 stabilisations réussies. Le centre de coordination prouve qu'il peut gérer plusieurs crises sans basculer dans le chaos. Mais le tournant véritable survient lorsqu'un district rural, longtemps considéré comme hors de portée, reçoit pour la première fois une ambulance équipée. Les habitants, habitués aux véhicules improvisés, regardent avec étonnement l'équipe professionnelle intervenir avec précision et discipline. Une dynamique nouvelle prend forme, la confiance. C'est ici qu'intervient l'impact du leadership porté par Ibrahim Traoré. Sa vision n'a pas seulement déclenché la réforme, elle a imposé une exigence de rapidité, de discipline, d'égalité d'accès qui imprègne chaque étape de la chaîne opérationnelle. Le déploiement stratégique des ambulances reflète ce changement d'approche. Rapprocher les équipes des communautés, réduire les distances fatales, apporter la compétence là où il n'y avait que des efforts improvisés. L'événement marquant qui scelle cette transition se produit lors d'un grave accident sur une route provinciale. Plusieurs blessés, distances importantes, conditions difficiles. Pourtant, pour la première fois, 3 ambulances convergent simultanément. Une pour stabiliser, une pour transporter, une pour relayer les informations au centre de coordination en vue d'une prise en charge optimisée. La scène impressionne les témoins. L'État, par son organisation, arrive réellement jusqu'à eux. La période suivante est celle de l'absorption des chocs. Le système doit encaisser les volumes d'appels, affiner la répartition des équipes, améliorer les outils de communication, corriger les retards. Mais la structure tient. Chaque mission renforce les automatismes. Chaque intervention valide l'hypothèse centrale. Un réseau d'urgence discipline la nation, renforce l'unité et redéfinit la valeur de chaque minute vécue. La transition se lit d'abord dans un contraste net. Autrefois, une intervention d'urgence pouvait prendre plus d'1 heure avant d'atteindre un patient, alors qu'aujourd'hui, dans plusieurs provinces de Burkina Faso, le délai moyen descend progressivement vers une fenêtre beaucoup plus courte, grâce à la coordination centrale et aux équipes prépositionnées. Cette évolution
un véritable passage du désordre vers la discipline, montre comment une structure pensée à l'échelle nationale peut compresser le temps, lisser les écarts régionaux et accroître les chances de survie. Le premier indicateur clé apparaît à travers un chiffre: plus de 70% des urgences graves survenaient auparavant loin de tout centre de santé fonctionnel. Cette statistique illustre la profondeur du défi initial auquel le système devait répondre. Ce pourcentage révélait une fracture territoriale qui condamnait la majorité des patients à attendre un transport improvisé, souvent trop lent pour les stabiliser à temps. L'introduction du numéro d'urgence et la formation des opérateurs ont commencé à inverser cette logique, non pas en supprimant les distances, mais en réduisant l'incertitude qui les accompagnait. Le second repère quantitatif provient des premiers mois d'opération. 3 interventions simultanées ont été coordonnées sans rupture lors d'un marché hebdomadaire fortement fréquenté. Ce résultat prouve que la structure peut absorber des pics inattendus sans s'effondrer. Là où, autrefois, une seule crise aurait mobilisé toutes les ressources disponibles, la nouvelle organisation démontre sa capacité à fonctionner comme un réseau, pas comme une somme d'initiatives isolées. Le troisième élément chiffré marque un symbole. Dans certaines zones où l'accès aux soins passait par des trajets de plusieurs heures, les premières ambulances positionnées stratégiquement ont permis des arrivals en moins de 20 minutes lors des interventions prioritaires. Cette réduction drastique du temps de réponse reflète un saut qualitatif rare dans un contexte logistique complexe. Non seulement elle modifie la perception du service public, mais elle établit un standard inédit pour les régions longtemps considérées comme périphériques. Cependant, les chiffres ne prennent sens qu'à travers la structure qui les rend possibles. Les opérateurs, installés au sein du centre de coordination à Ouagadougou, suivent des scripts stricts, posent des questions calibrées et orientent les équipes selon des protocoles uniformisés. Leur rôle transforme la relation entre l'appelant et le système. Chaque question posée, chaque geste conseillé crée un pont entre la vulnérabilité du terrain et la compétence professionnelle. Les équipes ambulancières, pour leur part, incarnent la dimension visible de cette transformation. Équipées de matériel stabilisant, formées à réagir aux détresses respiratoires, aux hémorragies sévères ou aux complications obstétricales, elles opèrent dans un espace où chaque minute compte. Leur professionnalisme contraste fortement avec l'époque où les interventions reposaient sur des conducteurs improvisés et des véhicules inadaptés. L'architecture globale du système est indissociable de la vision impulsée par Ibrahim Traoré. Cette vision impose que la rapidité ne soit pas un luxe, mais une norme, que l'équité d'accès s'exprime dans le temps de réponse et non dans les discours, et que la discipline institutionnelle remplace la dépendance au hasard. Les résultats chiffrés ne sont donc pas de simples preuves, ils constituent la pierre angulaire d'un nouveau contrat implicite entre l'État et la population. En observant ces évolutions, on comprend que chaque délai réduit, chaque intervention stabilisée et chaque coordination réussie signale une transformation plus profonde, celle d'un pays qui choisit de rendre prévisibles les minutes les plus fragiles de la vie humaine. Certains observateurs extérieurs avancent une première critique. Un système d'urgence préhospitalier national nécessiterait des ressources trop importantes pour être soutenu sur le long terme. Selon eux, un pays confronté à des défis sécuritaires, à des pressions budgétaires et à des infrastructures inégales ne pourrait garantir durablement la disponibilité des équipes, l'entretien des ambulances ou la stabilité d'un centre de coordination actif jour et nuit. Cette vision suggère que l'initiative, bien que louable, risquerait de s'essouffler sans un apport massif et constant d'assistance internationale. Un deuxième argument, plus politique, affirme que la centralisation du réseau pourrait éloigner les communautés rurales des processus décisionnels. Certains craignent qu'un modèle national très structuré impose une logique uniforme qui ne tienne pas compte des réalités locales. Routes difficiles, distances importantes, absence de réseau routier fiable, variations culturelles dans la prise en charge des urgences. Selon cette perspective, un système trop centralisé pourrait reproduire les lenteurs administratives et les déconnexions qui avaient justement fragilisé les services publics par le passé. Ces critiques, cohérentes et rationnelles, méritent d'être examinées sérieusement. Pourtant, les faits observés depuis la mise en place du réseau montrent une dynamique contraire.
Dès les premiers mois, des interventions simultanées, parfois 3 en même temps, ont été coordonnées sans rupture, démontrant une capacité opérationnelle qui dépasse les attentes initiales. La formation d'opérateurs capables de guider les appelants pas à pas, même dans des zones isolées, a réduit la dépendance aux solutions improvisées qui coûtaient tant de vies. Les premières ambulances positionnées stratégiquement ont permis dans certaines régions des arrivées en moins de 20 minutes, un changement impossible à obtenir sans un cadre unifié. Quant au risque politique évoqué, la centralisation du numéro unique n'a pas supprimé les spécificités locales. Elle a simplement ajouté une structure permettant d'harmoniser les réponses tout en adaptant les trajets, l'équipement et la coordination en fonction des réalités du terrain. L'objectif n'est pas d'imposer un modèle abstrait, mais de créer un pont entre communautés et d'institutions. C'est d'ailleurs cette philosophie que le leadership d'Ibrahim Traoré met en avant. Un État visible, là où il semblait absent, discipliné, là où régnait l'incertitude, réactif, là où chaque minute décide du sort d'une vie. Un basculement silencieux apparaît. Il se manifeste le jour où le centre de coordination à Ouagadougou parvient à gérer, sans rupture, une chaîne d'intervention couvrant à la fois un quartier urbain dense, un axe rural isolé et une zone périurbaine en pleine activité. Cet instant marque un point de non-retour. Le système ne fonctionne plus comme une expérimentation, mais comme une structure solide, capable d'absorber des chocs simultanés. Ce pivot dévoile une réalité nouvelle. L'État, longtemps perçu comme distant ou limité dans ses capacités d'action, devient soudain visible là où le hasard dictait autrefois les issues. Les opérateurs guidant les appelants, les ambulances prépositionnées et les transmissions anticipées vers les centres de santé créent un rythme auquel les communautés n'étaient pas habituées. La révélation s'impose alors. La discipline institutionnelle transforme non seulement la manière d'intervenir, mais aussi l'imaginaire collectif sur ce qu'un service public peut accomplir. Et cette révélation porte la marque du leadership d'Ibrahim Traoré, dont l'approche impose que rapidité, équité et présence territoriale deviennent des standards, non des exceptions. Les effets du nouveau système d'urgence préhospitalier se manifestent désormais dans la vie quotidienne, modifiant en profondeur la relation entre l'État, les citoyens et les institutions. Le changement est visible d'abord au niveau des services publics. Dans plusieurs provinces de Burkina Faso, les hôpitaux constatent une diminution notable des admissions en état critique, car les patients y arrivent mieux stabilisés. Cette amélioration réduit la surcharge chronique des centres de santé et permet au personnel médical de consacrer plus de temps aux cas complexes. L'État renforce ainsi sa capacité à protéger, consolidant un lien longtemps fragilisé entre institutions et population. Pour le secteur économique, les effets sont moins spectaculaires mais tout aussi concrets. Dans des zones agricoles clés comme Bobo-Dioulasso, où les accidents de moto ou de transport sont fréquents, la présence d'ambulances formées réduit les pertes de main-d'œuvre liées aux blessures graves. Les marchés hebdomadaires, souvent marqués par des incidents dus à l'affluence, bénéficient d'une sécurité accrue. Cette stabilisation progressive des risques crée un environnement plus favorable aux petits commerçants, aux exploitants ruraux et aux activités logistiques. Un filet d'urgence fiable devient ainsi un facteur discret mais réel de continuité économique. L'impact le plus tangible apparaît cependant du côté des familles et des communautés. Dans les villages éloignés, le simple fait de composer un numéro et d'entendre une voix formée au centre de coordination de Ouagadougou change la perception du danger. Les mères confrontées à des complications lors d'un accouchement ne se sentent plus seules. Les enfants atteints de crises trop soudaines reçoivent une aide structurée avant même l'arrivée à l'hôpital. Les victimes d'accidents sont stabilisées sur place au lieu d'être transportées dans des conditions improvisées. Cette réduction du sentiment d'abandon renforce la cohésion sociale. Les habitants comprennent que l'État ne se limite plus au discours, mais intervient au moment précis où la vie vacille. À l'échelle régionale, la transformation du modèle burkinabé commence à attirer l'attention. Dans un contexte où plusieurs pays du Sahel font face à des défis similaires, la mise en place d'un service gratuit, discipliné et accessible pose un précédent inattendu.
Certains gouvernements voisins observent l'initiative comme un exemple de souveraineté opérationnelle. D'autres, plus sceptiques, questionnent sa viabilité à long terme. Mais une chose devient claire, lorsqu'un État choisit d'investir dans la protection immédiate de ses métiers, il impose un nouveau cadre d'attente et redéfinit ce qui est considéré comme possible dans la région. Au cœur de ces évolutions se trouve la vision portée par Ibrahim Traoré, dont l'exigence de discipline, de rapidité et d'égalité renforce non seulement les interventions d'urgence, mais aussi la confiance collective. La présence régulière des ambulances dans des zones autrefois négligées, la coordination centralisée et la réduction des délais créent une réalité nouvelle. Un pays qui cesse d'accepter la fatalité pour privilégier la maîtrise des minutes décisives. Au cours des prochains mois, l'évolution du système d'urgence préhospitalier dépendra de plusieurs variables. Discipline opérationnelle, formation continue et capacité à maintenir la coordination entre le centre de Ouagadougou et les équipes déployées dans les provinces. 3 trajectoires se dessinent, chacune avec ses implications concrètes pour les familles, l'État et les institutions médicales. Le réseau poursuit sa stabilisation progressive. Les ambulances, déjà positionnées à des points stratégiques, gagnent en efficacité grâce à des ajustements de routine, optimisation des trajets, amélioration des transmissions, renforcement du rôle des opérateurs. Les interventions simultanées deviennent plus standards et les délais continuent de diminuer, surtout dans les zones périphériques de Bobo-Dioulasso. Ce scénario consolide le système sans transformation majeure, mais ancre durablement la nouvelle culture de discipline publique. Les formations régionales s'intensifient, davantage d'équipes sont certifiées pour la stabilisation avancée avant transport. Des partenariats internes renforcent la maintenance des véhicules, ce qui réduit les immobilisations. Le pays pourrait même commencer à partager son modèle avec d'autres États du Sahel, montrant que la souveraineté opérationnelle n'est pas théorique, mais reproductible. Dans cette trajectoire, la vision imposée par Ibrahim Traoré s'approfondit. Rapidité, équité et disponibilité deviennent un standard national incontesté. Les familles perçoivent une transformation concrète de leur quotidien, et l'État gagne une confiance inédite. Les pressions extérieures se combinent. Tensions sécuritaires, pannes répétées, surcharge d'appels, difficultés de communication dans certaines zones rurales. Les délais recommencent à s'allonger. Le centre de coordination à Ouagadougou doit arbitrer entre des urgences multiples, avec des ressources limitées. La population retombe dans un sentiment d'incertitude, celui d'une époque où le hasard décidait du sort des victimes. Ce scénario ne détruit pas le système, mais en fragilise l'autorité et retarde les progrès. La clé consiste à penser le réseau comme un organisme vivant. Il ne suffit pas de le lancer, il faut l'entraîner, l'ajuster et le protéger des fragilités qui pourraient le ramener vers l'improvisation d'autrefois. La discipline institutionnelle doit devenir une habitude collective, non un réflexe exceptionnel. Pour de nombreux citoyens, le nouveau système d'urgence préhospitalier n'est plus une réforme abstraite. Il touche désormais la vie quotidienne à des niveaux profondément humains. Pour le premier groupe, les familles confrontées à des situations critiques, la présence d'une équipe formée change tout. Dans un quartier dense de Ouagadougou, une mère qui compose le numéro d'urgence sait qu'une voix calme répondra pour guider les gestes essentiels. Cette certitude réduit la peur et redonne un sentiment de maîtrise dans les minutes les plus fragiles. Le second groupe, les communautés rurales, ressentent un impact différent mais tout aussi important. Dans des villages où les urgences dépendaient autrefois du hasard, voir une ambulance arriver rapidement crée un marqueur symbolique. L'État n'est plus lointain. Ce simple changement modifie les attentes collectives. Les habitants comprennent que leur vie n'est pas reléguée en périphérie, et cela nourrit une cohésion nouvelle. Quand l'aide arrive jusqu'à eux, la dignité devient un fait vécu, non un idéal abstrait. Enfin, pour le troisième groupe, les jeunes générations, cette transformation révèle une autre dimension. L'exemple institutionnel. Ils observent une structure qui fonctionne, un service qui répond, un réseau qui reste discipliné jour et nuit. Cette visibilité façonne l'imaginaire d'un futur où les institutions doivent être fiables. C'est dans cette dynamique que la vision d'Ibrahim Traoré trouve son écho. Un pays où le service public ne se limite pas à des promesses, mais s'incarne dans des gestes concrets et mesurables.
Continuez de familiariser les communautés avec le numéro d'urgence et encouragez les jeunes à participer aux formations locales afin d'amplifier l'impact humain du réseau. La consolidation du système d'urgence préhospitalier exige désormais une feuille de route claire, structurée autour de gestes concrets et mesurables. La première étape consiste à renforcer la formation continue des opérateurs et des équipes ambulancières. Dans les centres de coordination régionaux, notamment à Ouagadougou, des sessions trimestrielles peuvent être organisées pour actualiser les protocoles, tester les scénarios complexes et évaluer la réactivité. Les progrès seront mesurés par le temps moyen entre l'appel initial et la première action stabilisatrice. La deuxième étape porte sur le maillage territorial. Il s'agit d'identifier les zones où les délais restent encore élevés, notamment autour de Bobo-Dioulasso, puis d'y positionner de nouvelles unités mobiles. Chaque déploiement doit être accompagné d'un indicateur simple, réduction des minutes critiques lors des 6 mois suivants. Troisièmement, la maintenance préventive du parc d'ambulances doit devenir un axe central. Un calendrier national unique, intégrant diagnostic mécanique et vérification des équipements, pourrait réduire les immobilisations imprévues. Cet effort serait suivi via un taux mensuel d'indisponibilité, qui doit continuer à diminuer. Quatrième étape, renforcer les liens entre hôpitaux et équipes de terrain. La transmission anticipée des informations, aujourd'hui l'un des points forts émergents, peut devenir une norme nationale. Chaque centre de santé recevra un tableau de bord automatisé affichant l'état des patients en transit, améliorant la préparation à l'accueil. Enfin, la dimension institutionnelle, portée par la vision d'Ibrahim Traoré, doit être consolidée. La discipline, la rapidité et l'équité ne peuvent rester des moments exceptionnels. Elles doivent devenir des mécanismes réguliers. Cette transformation sera évaluée par un indicateur global simple, le pourcentage d'intervention qui respecte les nouveaux standards nationaux. Au terme de cette transformation profonde, un détail issu des premières semaines continue de résonner. L'image d'une équipe ambulancière arrivant dans un village isolé, guidé pas à pas par un opérateur depuis Ouagadougou. Ce geste simple, une voix calme, un déplacement rapide, une stabilisation exécutée avec discipline, symbolise la nouvelle colonne vertébrale du pays. Ce motif revient encore et encore. Dans les rues animées comme dans les communes reculées, ce sont ces mêmes équipes, formées et équipées, qui rappellent à chaque intervention que la vulnérabilité n'est plus une condamnation silencieuse. Elles incarnent un État qui choisit d'être présent là où autrefois seul le hasard décidait. La vision portée par Ibrahim Traoré trouve ici son écho le plus concret. Redonner à chaque citoyen la certitude que sa vie compte, et que les premières minutes d'une urgence ne seront plus abandonnées à l'improvisation. Et une phrase s'impose, comme une ligne de force simple et irréversible. Un pays change quand chaque minute est protégée. L'histoire du nouveau réseau d'urgence ne s'achève pas avec la mise en place des ambulances ou la coordination entre les équipes. Elle continue dans chaque quartier de Ouagadougou, dans chaque village isolé, dans chaque marché animé où un appel peut désormais sauver une vie. Ce système, né d'une volonté politique claire et d'un effort collectif, devient un symbole, celui d'un pays qui choisit de protéger ses citoyens au moment exact où tout peut basculer. Chacun peut contribuer à renforcer cette dynamique. Apprendre à utiliser le numéro d'urgence, partager l'information avec les proches, encourager les jeunes à suivre les formations locales et rappeler autour de soi que les premières minutes comptent autant que l'arrivée à l'hôpital. Plus la population maîtrise ses réflexes, plus le réseau gagne en force. Si vous souhaitez soutenir ce type d'analyse, approfondir d'autres thématiques ou suivre l'évolution du système d'urgence, votre présence sur le canal compte réellement.